Bonjour, je m'appelle Naya, j'ai 31 ans, je viens de Rouen. J'ai été victime d'une agression à caractère islamophobe et je remercie Mia de m'avoir invitée afin de prendre la parole pour vous révéler mon histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une interview en toute intimité. Donc nous sommes avec Naya qui va venir nous livrer son témoignage. Comme vous pouvez l'entendre, je suis déjà un petit peu émue parce que c'est une personne qui est très touchante. Et je pense que vous allez tout autant être touchés que moi. Donc n'oubliez pas de m'écrire en commentaire ce que vous avez pensé de notre interview et surtout de vous abonner. Parce qu'il y en a certains d'entre vous, vous venez regarder les vidéos mais vous vous abonnez pas. Je le vois. Alors on reçoit Naya, à tout de suite. Naya, bonjour. Bonjour Mia. Est-ce que tu vas bien? Ça va. Ça va. Ça va. Un peu stressée? Un peu stressée. Tu m'avais déjà mis un petit peu tout à l'heure dans l'émotion. On n'avait même pas encore commencé l'interview que tu m'avais mis dans l'émotion. Donc là, on est entre copines. C'est une interview entre copines. On va se raconter notre vie. Bon, tu vas raconter la tienne principalement. Et surtout, tu vas nous raconter ton témoignage. Tu te sens prête? Ça va. C'est parti. Alors, présente-toi, Naya. Je m'appelle Naya, j'ai 31 ans, je viens de Rouen. Oui. Tu as des frères et sœurs? J'ai des frères et sœurs. J'ai un grand frère, un petit frère et 2 petites sœurs. 2 petites sœurs. D'accord. Je pense que le mieux, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Ok. Et qu'on parle de ce fameux jour en 2016. C'est ça. Alors, dis-moi. Donc, c'était en 2016, le 4 août 2016. C'était 15 jours après les attentats de Nice. Ah. Et je me suis rendue au Havre donc, pour passer une journée comme ça avec une amie. Je suis partie lui rendre visite. On est parti au restaurant. Non, d'abord à la plage, ensuite au restaurant. Et en sortant du restaurant, je décide d'aller voir mon petit frère parce qu'il vit au Havre. Et il n'était pas là. Il n'était pas là, donc on est reparti. Et là, sur la route, donc j'étais au volant de mon véhicule. Et sur la route, donc il y avait ma voie de circulation. Donc c'était une route à combien déjà à peu près? À 50 km. C'était vraiment une route. D'accord, c'était pas sur l'autoroute quoi. C'était une route où il y avait même une voie de bus, c'était pas l'autoroute. Et il y avait ma voie de circulation, un terre-plein qui nous sépare d'une autre voie dans l'autre sens inverse, c'est ça. Et là, je commence à accélérer, je suis à moins de 50, on aperçoit un véhicule qui roule à vive allure, mais vraiment à toute vitesse. Et il traverse le terre-plein qui nous sépare. Donc il était dans la voie opposée à la base. Il était dans la voie opposée. Et il traverse le terre-plein et il se rend en face de moi. Donc là, j'ai à peine le temps de dire, mais il est en sens interdit. Je ne comprenais pas en fait. Il fonce tout droit vers moi et je l'évite. En tournant mon volant vers la droite. Donc là, je l'ai évité une première fois. Il aurait pu aller repartir et faire son chemin. Sauf que lui, il est revenu vers moi. Il a accéléré et il m'a percuté en plein face. Mais est-ce que c'était une personne que tu connaissais? Que je connaissais pas du tout. Au début, moi je savais que c'était un acte volontaire. Sur le coup, on l'a senti parce que quand il nous a percutés, j'ai dit mais il est en sens interdit. Et la personne qui était à côté de moi a crié non. Donc ensuite, quand on a eu le choc, moi j'étais bloquée dans mon véhicule et j'ai perdu un peu conscience en fait. Donc j'étais le visage allongé, enfin posé sur le volant. Et ta copine du coup, voilà, la fille qui était avec moi, elle a réussi à sortir du véhicule et quand elle est sortie, elle criait mais pourquoi il a fait ça, mais pourquoi il a fait ça. Donc en fait tout de suite on s'est dit mais quel est l'intérêt, voilà, parce que je l'ai évité, il est revenu. Et ensuite j'étais bloquée dans mon véhicule. Et elle pouvait pas te faire sortir en essayant de la porte? Elle sur le coup, elle a cru que j'étais morte. Parce que j'avais le visage qui était collé. Quand on est arrivé à l'hôpital, c'est là qu'elle m'a dit, mais en fait quand je suis sortie, moi j'ai cru que tu étais morte, j'ai paniqué, je suis sortie. Et moi je me suis réveillée, je la regarde, je la vois partir et je lui dis, me laisse pas toute seule, où tu vas, me laisse pas. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle était consciente. Voilà. Donc elle est partie. Et ensuite, moi j'avais plein de bouts de verre dans la bouche, sur les yeux. Et je sentais aussi que mes jambes ne bougeaient plus. J'avais super mal, j'avais l'impression qu'un bâtiment m'écrasait en fait. Au niveau des jambes? Ah ouais, au niveau des jambes. Donc tu me disais que quand tu t'es réveillée, tu sentais que tu avais hyper mal. Je sentais que mes jambes, j'avais super mal, donc je me mettais à hurler, à crier. Je me tenais comme ça en fait sur les bras et si je relâchais un petit peu, c'est comme si mes jambes se cassaient. C'est pas vrai. Mais t'avais quelque chose qui appuyait sur tes jambes à ce moment-là? Non, en fait, c'est parce que avec le choc, vu que c'était un face à face, moi j'avais un Clio 2 et lui il avait un 4x4. Ça s'est rentré. Waouh. C'était un 4x4 et du coup,
bah, tout est revenu comme ça sur moi. Sur toi. Voilà, donc c'est ça qui a fait que mes jambes étaient... Bah... Et ta copine, elle a réussi à sortir, elle avait rien, elle a réussi à sortir. Non, en fait, avec l'adrénaline, au début, elle n'a pas senti les douleurs. C'est après que ensuite les gens m'ont retenu, ils m'ont dit fais attention, tu vas tomber parce que avec l'adrénaline, elle est sortie, mais voilà, elle n'avait pas senti les douleurs. Et du coup, il y a une femme qui vient vers ma fenêtre et qui commence à me rassurer, qui me dit ne t'inquiète pas, je suis là. Et vu l'impact du choc, moi je pensais que la personne en face soit était décédée ou blessée comme moi en fait, qui était bloquée dans sa voiture. Et en fait, non, l'homme qui nous a percutés, il est sorti par la fenêtre de son véhicule et à ce moment-là, je vois qu'il passe comme ça. Je vois un homme furieux qui passe et la fille qui est venue me rassurer, elle se met à courir. Elle a eu peur. Voilà, elle a eu peur. Et je lui dis, me laisse pas. Parce que j'avais peur en fait que des voitures viennent en face ou par derrière. Bien sûr. Et puis même, t'es là, tu sais pas vraiment ce que tu as. Et elle se met à courir. Et moi, je vois un homme, j'arriverai pas à le décrire, mais je me souviens en fait de ce que j'ai vu. Il était furieux. Mais il revenait en ta direction à toi? Non, en fait, il s'était plus sur le côté. Parce que je pense que quand il m'a percuté, je pense qu'il s'est dit, ça y est, eux, je les ai tués ou je sais pas. Ouais. Moi, sur le coup, j'ai vu qu'il se passait quelque chose et j'ai tourné ma tête comme ça, dans le sens opposé, et j'ai fait la morte en fait. Parce que je me suis dit, s'il sort après cet impact-là, normalement, un accident normal, une personne vient te voir et te dit, est-ce que tu vas bien? Désolé, on a eu un accident. Mais non, lui, il est sorti. Et il s'est mis à agresser d'autres personnes. C'est pas vrai. Voilà. Et du coup, comme j'ai dit, c'était 15 jours après les attentats, etc. Il nous a percutés volontairement. Là, j'ai tourné ma tête sur le côté, je me tenais comme ça et je faisais la morte. Parce que tu avais peur qu'il revienne à la charge. Je me suis dit, il va nous finir en fait. Et du coup, la fille, elle court. Et je lui dis, non, me laisse pas. Et elle me dit, t'inquiète, je reviens. Et là, j'entends des gens qui disent, arrêtez-le. C'est incroyable. Voilà. Et en fait, il a attrapé une femme, elle était enceinte de 5 mois. Elle est enceinte de 5 mois. Moi, j'ai pas vu ce qui se passait, j'entendais. D'accord. Il a attrapé cette femme-là et il lui a dit quelque chose, je préfère le dire après. Mais moi, je vais te raconter comment moi je l'ai ressenti. Ouais, je veux bien. Donc, quand je suis arrivée à l'hôpital, c'est ce qu'on m'a dit, qu'il a attrapé cette femme-là et il l'a poussée par terre. D'accord. Mais avant que toi, tu arrives, moi là, parce que je pense que les téléspectateurs qui nous regardent, ils trouvent ça incroyable. C'est-à-dire que toi, tu es dans la voiture, tu viens de subir un accident. La personne t'a renversé volontairement. Il y a eu un premier choc, elle est revenue à la charge jusqu'à rentrer dans ton véhicule. Donc toi, tu es bloqué dans ton véhicule. Tu vois ton agresseur qui est là, tu peux pas le voir clairement, mais tu sais qu'il est aux alentours, il vient pas te porter secours. Et t'entends, en fait, tu vois pas ce qui se passe, mais t'entends qu'il y a du bruit autour de toi, qu'il y a une agitation et qu'il va peut-être faire du mal aux personnes qui sont autour de toi. Donc quand j'ai compris ça, tout de suite, j'ai tourné ma tête, je me suis dit, soit il va tuer des gens, ou il est déterminé en fait à faire quelque chose de mal. Et pendant tout ce temps-là, il n'y a pas de policier. Pendant tout ce temps-là, il n'y a rien. Donc moi, je suis sur le côté, je prends sur moi par rapport aux douleurs, j'essaye de pas hurler parce que je sais pas s'il va voir que bien sûr je suis là. Et à ce moment-là, il attrape donc la femme, parce que cette femme-là, c'était une témoin de l'accident. Wow. Elle s'est arrêtée, elle était en voiture, elle s'est arrêtée et elle n'a pas pensé en fait à enlever les clés du contact parce qu'elle était dans l'urgence, elle voulait nous aider. Bien sûr. Donc lui, il l'a attrapée et il l'a poussée par terre. Il a volé le véhicule de cette femme-là, il a démarré et il a percuté une autre femme. Je te crois pas. Il a percuté une autre femme. Mais il était dans son état normal. Moi, j'ai entendu qu'il se passait des choses, mais sur le coup, je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Je savais qu'il y avait quelque chose de mal, mais je ne savais pas vraiment qu'il avait agressé, qu'il avait attrapé la femme, qu'il avait volé la voiture. J'entendais des gens qui disaient arrêtez-le, etc. Et ensuite, quand il a percuté cette femme-là, il l'a vraiment blessée en fait au niveau de la jambe. C'est une personne qui va boiter à vie, etc. Et il est sorti de la voiture. Et ensuite, il a pris la fuite à pied. Mais en prenant la fuite à pied, il y a des jeunes qui l'ont attrapé. Enfin. Et ils l'ont même tabassé. Des fois, il faut faire justice. Vraiment, là, de côté, je peux dire que merci. Et ils l'ont attrapé le temps que les secours arrivent. Donc, la fille qui est venue me voir, elle est revenue. Et là, elle essaie de me rassurer. Elle me dit, t'inquiète pas, je suis étudiante infirmière, etc. Il y a des personnes c'est beau déjà, elle est revenue. Il y a des personnes même, parce qu'il y avait un bâtiment juste à côté. Il
il y a des personnes qui sont venues nous aider, etc. Moi, je calculais pas trop en fait, mais voilà, T'étais concentrée criais, sur la douleur. voilà, je criais, je disais j'ai mal, endormez-moi, endormez-moi, endormez-moi. J'arrêtais pas de répéter cette phrase-là. Et en même temps, je priais, enfin, c'était trop d'émotions en fait. Et à un moment, je commence à lâcher. Et elle me dit non, lâche pas, elle me mettait des claques. Tu te sentais partir? Lâche pas, je me sentais vraiment partir en fait, parce que la douleur, elle était trop forte. Et là, je vois des gyrophares. Et quand j'ai vu les gyrophares, là, j'ai lâché. J'ai lâché. Mais par soulagement. Et ouais, peut-être par soulagement, ouais, par soulagement en fait. Je pense que c'était ça. Et j'ai lâché. Et là, je sens des claques, les pompiers et un policier qui me regarde. Et je lui dis, je le regarde comme ça et je lui dis, c'est pas moi. Tout de suite, c'est comme ça que j'ai réagi. J'ai dit, c'est pas moi, il est en sens interdit. J'ai dit ça. Et il me dit, non, vous inquiétez pas. Mais tu t'es sentie coupable à ce moment-là? Bah, pas tellement. En fait, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de mal, que c'était lui qui avait fait du mal. Mais, par exemple, la personne qui était à côté de moi, elle m'indiquait la route, parce que moi, je viens pas du Havre. Elle m'indiquait la route, elle me dit, tu vas là, tu vas à gauche, tu vas ici. Et quand j'ai dit ça, je me suis dit, bah, peut-être que c'était moi qui étais en sens interdit. Enfin, tu te poses plein de questions. En fait, tu comprends pas ce qui se passe à ce moment-là. Tu comprends pas, parce que c'est pas normal, en fait. Bien sûr. Un accident, ok, mais une personne qui traverse un terre-plein, qui vient vers toi. Bien sûr. Tu l'évites et revient vers toi. Bien sûr. C'est pas, enfin, ça arrive pas tous les jours. Ça arrive. Donc c'est pour ça que sur le coup, je sais pas pourquoi, et le policier quand il est arrivé, je lui ai dit, c'est pas moi, il était en sens interdit. Il m'a dit non, vous inquiétez pas, on était à sa poursuite. Et là je criais, endormez-moi, endormez-moi, endormez-moi. Et j'arrivais plus à parler, j'avais des bouts de verre dans la bouche, j'étais déshydratée, enfin c'était... Et donc là il y a ils ont réussi une vingtaine de pompiers, une vingtaine de pompiers, oui. Une vingtaine de pompiers, ils ont mis 2 heures à me désincarcérer de mon véhicule. C'est pas vrai. Sauf que moi, j'ai pas senti parce que j'étais endormie. En fait, j'arrêtais pas de leur dire endormez-moi, endormez-moi. Et à un moment, il y a un pompier qui vient derrière moi et qui me tient la tête et qui dit est-ce qu'on peut enlever votre foulard? Et je lui dis non, 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 me l'enlevez pas, me l'enlevez pas. Et là, il dit on est obligé. Et la dernière phrase que j'ai entendue, c'est faites attention, les gars, il y a des épingles. Et je me suis endormie. Mais avant ça, j'ai oublié, il y a une phrase en fait qui m'a tellement choquée, et même encore aujourd'hui j'y pense. Il y a un pompier qui a fait le tour, qui est passé du côté passager. Moi c'était en été, donc je portais une longue jupe. Et il est rentré dans la voiture, il a soulevé ma jupe, et il a lâché, il a dit oh putain, je peux pas voir ça. Et je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a, mes jambes, mes jambes, mes jambes. Parce qu'en fait, mes jambes elles étaient tellement abîmées que ma jambe droite, elle était cassée au niveau de la cheville et mon os est ressorti de mon pied, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'il a dit ça. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué, en fait. En fait, ça t'a marqué que lui, qui est son métier, voilà, pour qu'il s'exclame comme ça, dans quel état doit être ta jambe? Voilà, c'est ça. Et il m'a dit, oh putain, il a dit, oh putain, je peux pas voir ça. Et ça m'a choqué. Mais après, la dernière phrase vraiment que j'ai entendue, c'est faites attention, les gars, il y a des épingles. En parlant des épingles que je mets pour accrocher mon foulard. Et elle t'a raisonné comment à ce moment-là, cette dernière phrase? Je me suis sentie partir en fait. Je me rappelle plus après de comment ils m'ont endormi, combien de temps, etc. Mais je me suis sentie partir. Mais partir, mourir? Mourir, vraiment. Ça, c'est un truc aussi que je raconte beaucoup à mes proches, à mon entourage. En fait, je suis croyante. Ouais. Donc, je sentais vraiment comme si on m'élevait en fait. Comme si je montais haut dans le ciel. Et là, je criais, je récitais des invocations et tout ça. Et tu veux prendre un moment? Ouais, désolée. Non. Je récitais des invocations et je disais Dieu, je suis pas prête à mourir, je suis pas prête à mourir. Reprends pas mon âme, je suis pas prête à mourir. C'était mon subconscient en fait. Mais au final, Dieu t'a écouté. Voilà, c'est ça. Je disais je suis pas prête à mourir, je suis pas prête à mourir. Et à un moment donné, j'entends un son comme des cloches. Boum, boum, boum. Et là, c'est comme si j'étais en train de me réveiller et je vois flou. Je vois super flou. Incroyable. Et en fait, il y a une invocation en tant que musulmane. C'est une attestation de foi en fait. Et j'arrêtais pas de la répéter. C'est la ilaha illallah. J'arrêtais pas de la répéter. La shahad. Et j'arrêtais pas de dire la ilaha illallah, la ilaha illallah. Je criais. Et à un moment donné, je me réveille. Et là, je vois flou. Mais je vois une personne, une silhouette en fait d'une femme. Une femme noire. Et qui fait des allers-retours comme ça.
qui me regarde, qui fait des allers-retours. Et en fait, à ce moment précis, vraiment, ce que j'ai ressenti, c'est comme si j'étais sur mon lit de mort, en fait. Et que ma mère était en train de me regarder. Je pensais que c'était ma mère qui me regardait. Wow. Et je disais, là. Et en même temps, maman, je suis là, regarde-moi. Comme si qu'elle me regardait, mais que j'étais morte, en fait. Et que j'avais pas la force de lui montrer que j'étais vivante. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on a la notion du temps? Parce que quand tu racontes ton histoire, ça paraît une éternité. Vraiment, alors qu'en fait, c'est 2 minutes. Vraiment, j'avais l'impression que j'étais partie, j'étais plus de ce monde. C'est l'impression que j'ai eue, en fait. Et donc, j'arrivais pas à dire là. Et là, à un moment donné, j'entends oui, là. J'entends ça. Et là, je me réveille. Et je vois d'un coup, en fait, la silhouette que je voyais, en fait, c'était vraiment une personne. C'était une femme pompier, et oui, c'était une femme noire. Incroyable. Quand j'ai cru que c'était ma mère. Et elle dit oui, là. Parce que après, les témoins m'ont dit qu'en fait, dans le camion de pompiers, ils entendaient que j'arrêtais pas de crier là. Mais toi, en fait, quand tu le criais, c'est comme si tu le dis dans ton subconscient. Voilà, c'est ça. Alors que tu je le disais en voix. fait, voilà. Je le disais vraiment. Et elle a dit oui, là. Enfin, parce qu'elle comprenait pas. Voilà, elle comprenait pas. Et là, je me suis réveillée et je lui dis, madame, je suis vivante, je suis en vie. Et elle me dit, oui, vous êtes en vie, on vient d'arriver aux urgences. Donc, tout ce temps-là, tu n'étais même pas encore à l'hôpital? J'étais même pas encore à l'hôpital, j'étais dans le camion de pompiers. Et là, quand je me suis réveillée, c'était un moment fort, en fait, parce que ça m'a beaucoup touchée dans ma foi aussi, dans le sens où je me suis vraiment sentie partir. Mais tu as connu, vraiment. Tu as connu la mort, un peu, puisque tu t'es on peut dire ça comme ça. Tu as eu un pied en vie. Parce que j'ai eu peur, en fait. J'ai eu cette peur de partir. Je pensais que j'étais en train de partir et j'ai eu cette peur de partir. Aujourd'hui, je le prends comme une grande chance d'être en vie. Mais ouais, vraiment... Mais du coup, les médecins, ils t'ont dit que ce que toi, tu as ressenti comme si tu touchais la mort, est-ce que c'était un moment où tu étais inconsciente? Est-ce que tu étais dans un semi-coma? Parce que dans la vraie vie, tu étais comment à ce moment-là? J'étais inconsciente dans le sens où on m'a endormie, mais je pense c'était mon subconscient. C'était ton subconscient. C'était mon subconscient. Mais moi, en tant que croyante, pour moi, c'est voilà, Dieu ne fait pas les choses pour rien. Bien sûr. Je le prends vraiment comme tu l'as vu comme un rappel. Ouais, comme un rappel. Ouais, vraiment. Et donc là, à ce moment-là, tu te réveilles juste avant d'arriver à l'hôpital? Je me réveille, on est à l'hôpital, donc là, je me souviens que j'étais en train de crier, je disais elle est où ma copine et tout ça, est-ce qu'elle va bien? Et ils m'ont mis à côté d'elle au niveau du brancard et ensuite ils nous ont séparés. Donc moi ils ont réalisé mes soins, etc. Et là c'était un moment très difficile parce que mes jambes, j'avais super mal. Ils étaient obligés de par exemple me mettre une sonde urinaire, de me faire des perfusions, ils me touchaient, juste le fait de toucher mes cuisses comme ça. Je sentais comme si que ça me brûlait. C'était fort. Vraiment, au niveau des soins, c'était très très difficile. Tu t'en souviens, quand t'en parles, j'ai l'impression, parce que tu touches en même temps tes jambes, comme si la douleur, elle était encore là. Je me souviens de tout. De tout. Vraiment, même quand je parle de la douleur, j'en ai des frissons. C'est comme si tu la ressentais encore. Ouais, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Et j'entendais les pompiers, le personnel médical et tout, qui disaient ouais, c'est un abruti qui les a percutés, qui a agressé des gens et tout. Et on comprenait pas en fait. C'était injuste parce que il y avait aucune, même il y a aucune motivation déjà qui justifie cet acte. Exactement. Mais là c'est encore pire parce que on était dans l'incompréhension totale. Mais après sur le coup, t'oublies un peu que une personne t'a percuté. Tu penses à tes douleurs, tu penses t'es ailleurs en fait. T'es vraiment ailleurs. Et ensuite ils ont pas pu m'opérer tout de suite. Parce qu'il n'y avait pas de chirurgien, il n'y en avait qu'un. Et eux, ils avaient besoin de 2 chirurgiens pour... Mais juste avant, tu me disais qu'on vous a séparés avec ta copine. Et ça a été un moment aussi très marquant. Oui. Pourquoi? Parce que je pensais en fait à ce qu'elle avait, est-ce qu'elle était blessée, etc. Parce que t'avais mal, tu te souciais d'elle. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, on pense à trop de choses. Les émotions, elles sont vraiment mélangées en fait. Mais à ce moment-là, je pense à mes jambes, je pense à tout. Tu penses à tout. Tu as la compréhension de ce qui s'est passé. Tu penses à ta famille, parce que tu dis, j'étais au Havre. Ouais. Ma famille, elle savait pas que j'étais au Havre. Juste sur les réseaux sociaux, j'avais snappé un petit peu. Mes amis, ok, ils savaient, mais je me disais, je vais me faire opérer, je vais peut-être mourir, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a touchée. On pense à trop de choses. Mais principalement, on pense à la mort ou pas? On pense à la mort. C'est la chose à laquelle on pense le plus. J'ai pensé beaucoup à la mort. Au début, je me suis dit,
waouh, j'ai failli mourir. Et après, je me suis dit, je vais me faire opérer. Est-ce que je vais revenir de cette opération? Tu penses à trop de choses. Trop de choses. Et bah, du coup, ils n'ont pas pu m'opérer. Le jour J, ils t'ont pas opéré? Non, ils n'ont pas pu. C'est-à-dire que toute la nuit, bah, j'ai pas dormi. Ils ont dû me donner des somnifères, etc. Et mes jambes, c'était... Wow. Mais pourquoi ils ont pas... Il n'y avait pas assez d'effectifs? C'était par rapport à quoi? Ils ont dit qu'il n'y avait pas de chirurgien. Il n'y en avait qu'un seul. Et eux, ils avaient besoin de 2 chirurgiens pour m'opérer. Parce que j'avais en fait de multiples fractures au niveau des jambes. J'étais vraiment cassée de partout. Ouais. Et mais ils ne pouvaient pas te transférer vers un autre hôpital? Parce non, que c'était quand même un cas grave. Ils m'ont gardé et un chirurgien qui est venu de Rouen en fait, pour m'opérer. Spécialement pour toi? Ouais. Ça, je l'ai su après. Mais c'est ce qu'ils m'ont expliqué après par la suite. D'accord. Et du coup... T'as attendu toute la nuit? J'ai attendu toute la nuit. C'était très très dur parce qu'on n'a pas pu prévenir ma famille. Mon téléphone il s'est cassé pendant l'accident. Ouais. Il s'est cassé et du coup... Est-ce que les infirmières elles venaient te voir pour que tu puisses discuter? Parce que est-ce que dans un moment comme ça, on a besoin de voir un psychologue tout de suite ou juste une présence? On a... En fait, sur le coup, t'as besoin de ta famille. T'as besoin de tes proches. D'un repère, de quelqu'un que tu connais. D'un repère en fait. Tu comprends pas ce qui t'est arrivé. Même limite, tu te dis, est-ce que je suis dans un rêve? Ouais. Est-ce que c'est réel? C'est pas possible. C'est ça en fait, tu te dis, mais pourquoi moi? Enfin, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? C'est même pas un simple accident, il nous a agressés sans savoir qui on était en fait. Bien sûr. Et du coup, il y a des infirmières et des aides-soignantes qui venaient me voir, qui parlaient avec moi. Elles étaient même en train de pleurer. Parce que j'étais en train de pleurer et je disais c'est pas normal. Et elle disait mais pourquoi il vous a percuté? C'est pas normal, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et je les entendais qui parlaient entre eux. Il y avait même un infirmier qui disait c'est un abruti. Enfin, il parlait. Et le fait qu'il dise ça, bah, ça me faisait encore plus mal parce que je ressentais encore plus l'injustice. Parce qu'il y a des gens qui comprenaient ton injustice. Voilà, c'est ça. Et elles étaient en train de me rassurer, etc. Et là-bas, ils m'ont donné des somnifères, mais je m'endormais un peu, je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais. C'était... Voilà. Cette nuit-là était très difficile. Après, le lendemain matin, ils sont venus me réveiller et ils m'ont donné... en fait, ils avaient un téléphone fixe et ils ont dit c'est urgent, il faut que vous appelez votre famille parce que là, vous allez vous faire opérer, c'est super urgent. Et quand ils m'ont dit ça, je l'ai senti comme si... elle va peut-être mourir, donc faut vraiment prévenir quelqu'un en fait. Et je tremblais, j'étais pas bien, je faisais que de pleurer. Et ça va aller. Ils m'ont donné un téléphone. Je peux boire? Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme je t'ai dit, on est entre copines, donc tu prends le temps de boire, tu respires. C'est pas facile ce que tu racontes. Déjà, tu as du courage d'être ici et de le raconter. Merci. Donc prends ton temps. Ils m'ont donné un téléphone et ils ont dit il faut qu'on appelle vos proches. Et comme mon téléphone il s'est cassé, j'avais pas de quoi les appeler. Donc j'étais encore plus en panique parce que je me suis dit je vais mourir et mes proches ils sont pas là. Mes proches ils sont pas là. Et donc là je leur dis bah écoutez, regardez sur internet et cherchez le numéro de téléphone de mon employeur. Parce que j'ai une collègue à moi qui connaît mon frère. T'avais pas les numéros de tes proches en tête? J'avais aucun numéro. Et ça, je le répète souvent. Je dis, prenez sur vous un carnet. Et comme nos parents ils faisaient. Voilà, c'est ça. Notez des numéros. Ça, je le dis tout le temps. Notez des numéros d'urgence. Même sur un bout de papier ou apprenez les numéros par cœur. Mais c'est super important d'avoir un papier parce qu'en cas d'accident, ils vont le prendre et ils vont contacter. C'est ça. Et aujourd'hui, mon téléphone qui est cassé, je l'ai encore. Je l'ai même pas encore réparé. Je l'ai encore et il me rappelle tout le temps l'accident en fait. Ouais. Il y a tout, il y a ma vie d'avant dans le téléphone. Des fois, j'ai envie de le faire réparer, je contacte même des gens, mais après, je le fais pas. Mais on va y revenir après, du coup. Et du coup, comme je dis, il faut tout le temps avoir un carnet pour... Mais du coup, tu as le carnet aujourd'hui ou pas? Je l'ai le carnet. Enfin, j'ai pas un carnet. J'ai les numéros en tête et je note des numéros aussi avec moi. Et du coup, on a contacté ma collègue. Et là, ils m'ont passé le téléphone. J'avais même pas la force de le tenir en fait, tellement j'avais mal partout. Wow. Et ils m'ont posé le téléphone comme ça sur l'oreille. Et je tremblais, je pleurais, je suis tombée sur ma collègue. J'ai dit, j'ai fait un accident, je vais mourir. Et elle me disait, calme-toi, calme-toi, calme-toi. J'ai dit, je vais mourir, appelle mes proches.
Et je lui dis, appelle tel collègue qui connaît mon frère, dis-lui que je suis au Havre, etc. Et là, j'ai contacté aussi une autre de mes proches, une de mes connaissances, et je lui ai laissé un message vocal. Ouais, parce qu'elle répondait pas. Ouais. Et je lui ai dit, je pleurais, j'ai dit, je vais mourir, contacte mes proches, j'ai que toi, enfin, je peux que te contacter, quand toi, j'ai pas de numéro. C'était, ouais, quand elle a écouté, elle m'a dit que c'était dur. Ouais. Ah oui. Et ensuite, mon frère il est arrivé avec ma collègue et un ami. Mais tu t'étais pas encore fait opérer par exemple? Non, pas encore, parce que tant que mes proches n'étaient pas arrivés, pas d'opération en fait. D'accord. C'était ta décision, celle des... C'était moi, je leur ai dit je peux pas. Je peux pas. Je leur ai dit je peux pas du tout. Malgré que tu avais mal et voilà. que tu souffrais. Donc la présence de tes proches, c'était vraiment un soutien, quelque chose de fort. Exactement. Et ils ont dit faites vite, faites vite, faites vite. Donc ils sont venus. Et quand j'ai vu mon frère, je me suis mise à pleurer. Et lui-même il m'a regardé, il pleurait. Mais est-ce que le fait d'être dans une situation d'incompréhension, qu'avec des inconnus, parce qu'au final tu connais personne, ton amie que tu connais elle n'est pas avec toi, et là tout de suite de voir ton frère, ça rend pas la chose tout de suite réelle, parce que tu me disais tout à l'heure que tu avais l'impression que c'était un rêve, c'était pas possible. C'est ça. Et là de le voir, parce que j'étais toute seule en fait. T'étais toute seule, sans repère. Et là tu avais ton point de repère, tout de suite c'est devenu réel en fait. C'est ça. Là j'ai vraiment réalisé, je commençais à réaliser que ouais, il m'est arrivé quelque chose. Vraiment quelque chose. Et je vois mon frère qui pleure, ma collègue qui pleure. Et là, la première phrase que j'ai dit à mon frère, c'est j'ai failli mourir. Je lui ai dit j'ai failli mourir. Il m'a dit t'inquiète pas, je suis là. Il me serrait la main et tout. Il me dit c'est bon, je suis là. En gros, il limite ne me raconte pas ce qui t'est arrivé, t'inquiète, je suis là. Et donc là, tout de suite, quand il est arrivé, ils n'ont même pas attendu, ils m'ont ramené au bloc. Et là, je commençais à trembler, je lui tenais la main comme ça, il me dit t'inquiète, tu vas revenir et tout. Je dis non, je vais mourir et tout. Il me dit t'inquiète pas, tu vas revenir et tout. Et après, je suis arrivée au bloc et je commençais un peu à prier, etc. Ils m'ont dit on va vous endormir, ils commençaient à me rassurer. Et là, ça y est, je me suis endormie. Donc l'opération, elle a duré 8 heures. Wow. Elle a duré 8 heures. Elle consistait à quoi alors du coup l'opération? Parce que tu m'as dit que tout était cassé. Donc c'était quoi? De reconstruire, de mouler le tout? C'était vraiment très cassé. En fait j'ai eu une fracture très complexe au niveau du fémur gauche. Oui. J'ai un os qui est ressorti comme ça. Enfin les radios elles sont impressionnantes. J'ai eu la rotule droite qui s'est cassée en plusieurs morceaux. Elle était déjà fracturée en plus? Non, même pas. Enfin, j'avais juste des problèmes de genoux comme ça quand j'étais petite, mais ça n'a pas... J'étais vraiment bien en fait. Pas... Et la rotule qui s'est cassée, le genou gauche, le plateau tibial gauche, le fémur droit, le fémur gauche, la cheville droite et j'ai eu une entorse ou un déchirement au niveau de la cheville gauche aussi. Donc tous ces en fait, ce qui allait bien, c'était juste mon fémur droit. Sinon tout s'est cassé. Tout s'est cassé. Et la plus complexe des fractures, c'était la fracture de la cheville droite. Si tu veux, on en reviendra après, mais c'était vraiment une fracture très complexe en fait. Comme je t'ai dit, le pompier qui a vu que... Après, tu peux me l'expliquer maintenant si tu souhaites. En fait, les chirurgiens, ils me disaient de ne pas regarder mes radios. Ils me disaient ne regardez jamais vos radios. Et je leur disais, mais pourquoi? Ils ont dit parce que c'est tellement cassé que vous allez être encore plus choqués. Et... Parce que de voir à l'intérieur ce qui se passe réellement, c'est très choquant. Voilà, c'est choquant. Du coup, même pour ma rééducation, ça ne va pas m'aider. Et même pendant la rééducation, au moment où je commençais un peu à appuyer, un jour, j'ai eu une consultation et il y a un chirurgien c'était un autre chirurgien en fait. Il a posé la radio, sur le cadre lumineux là. Regarder, Et il pose la radio et il commence à me parler. Et je lui dis non, ça c'est pas ma radio. Et il me dit si, c'est votre radio. Après je dis non, c'est pas celle-là, c'est pas ça. Et il regarde notre médecin, il regarde, il dit bah oui, il y a votre nom et tout, c'est votre radio de la cheville droite. Et je suis restée comme ça. Et c'est là que tu as réalisé. Et j'ai réalisé que vraiment, en fait, j'étais vraiment cassée. Parce que j'ai vu d'autres radios, mais celle de la cheville, je ne l'avais jamais vue. C'était des petits fragments, c'était incroyable comment ma cheville a été cassée. Je me demandais, même encore aujourd'hui, juste par rapport à mes convictions, voilà, je remercie Dieu par rapport à ça. Mais même le chirurgien, quand je suis sortie du bloc, il a dit
on est passé à 2 doigts de l'amputation. Il m'a dit ça. Et il m'a dit que j'allais plus remarcher. Donc ça aussi, c'était Ils te l'ont dit dès le début. Dès le début. Parce qu'on dit souvent que l'hôpital, des fois, il cache des choses pour pas... Voilà, mais lui, il n'avait pas de tact. Ouais. Lui, il n'avait pas de tact. Vraiment. Il m'a dit non, vous n'allez pas remarcher. Et quand mes proches y sont arrivés, ils étaient plusieurs, hein, il y avait beaucoup de personnes, ils sont arrivés de partout, hein, de Rouen, de Paris, d'Évreux. Et là, il y a une infirmière qui vient, et la première question qu'on lui a posée, bah, c'est est-ce qu'elle va remarcher? Et elle a dit ah non, non, elle ne va pas remarcher, peut-être dans 1 an, hein, mais là, ça va être compliqué. Sans aucun tact. Sans tact. Est-ce que c'est pas parce qu'eux, ils voient ça tellement régulièrement que du coup, ils ont plus de... Peut-être ils ont plus de sentiments, ils ont plus de recul suffisant. Pour moi, de toute façon, je suis très admirative de... J'ai beaucoup d'admiration envers leur métier. Vraiment, parce que tout ce qu'ils m'ont apporté, le peu de personnes... Je pense que les personnes qui n'ont pas de tact, ils ne sont pas beaucoup dans ce métier-là. Mais on tombe souvent sur des personnes comme ça, malheureusement. Mais elle aussi, ce qu'elle a dit, bah, ça m'a beaucoup marqué. Le chirurgien, quand il m'a dit que j'allais pas marcher, ça m'a beaucoup marqué. Et mes proches, t'aurais aimé qu'ils te le disent comment? Pardon? Comment t'aurais aimé qu'ils te le disent? Parce que comment on apprend cette nouvelle à quelqu'un, de lui apprendre qu'il ne pourra pas marcher? Franchement... Est-ce qu'il y a une manière de dire? Ouais, il y a une manière de dire. D'un côté, j'aurais préféré qu'on ne me le cache pas, c'est vrai. Peut-être qu'on me le dise, qu'on prenne un peu de recul, qu'on prenne un peu du temps, qu'on ne me le dise pas devant ma famille aussi. Parce que le dire devant ma famille, c'est aussi les blesser dans le sens où ils vont avoir encore plus mal que moi. Donc ça aussi, c'était dur d'apprendre ça même devant ma famille. Et ouais, j'aurais préféré qu'on me dise, bah écoutez, on va se battre. Peut-être c'est les mots qui n'étaient pas bien choisis. Remarcher. Voilà. Ouais. En fait, c'était trop direct et on t'a pas assez motivé. C'est ça. On t'a pas donné espoir. Pas d'espoir, c'est ça en fait. Du coup, ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Et après, bah, mes proches, ils ont essayé de me rassurer. Ils ont dit, mais non, t'inquiète pas, tu vas marcher, elle dit n'importe quoi, etc. Donc ça, c'était dur. Mais toi, quand on t'annonce que tu as toujours marché, il y a encore quelques jours, quelques heures, tu étais à la plage, tu conduisais ta voiture, et là, on te dit que tu peux plus marcher. Bah, est-ce qu'on réalise vraiment? Parce que on nous dit qu'on peut plus marcher, mais toi, c'est instinctif chez toi. Tu mets les pieds au sol et t'avances. Donc pour toi, tu t'es dit, raconte n'importe quoi. Tu réalises pas. En fait, tu dis, mais... C'est limite comme si on t'avait tué, en fait. Ah, il m'a enlevé ma capacité de marcher. Et c'est quelqu'un qui t'a fait ça. Ouais. C'est quelqu'un qui t'a fait ça. C'est pas toi qui es parti prendre un risque. C'est ça. C'est pas comme si j'avais fait un accident, j'ai perdu... le contrôle, j'ai foncé dans un arbre et... Ou t'es parti sauter à l'élastique. Même ça, je l'aurais peut-être mal pris aussi pour moi-même. Mais là, c'est quelqu'un qui m'a fait ça. T'as rien demandé. Ça fait tellement mal. C'est une grande injustice. Il t'enlève ta capacité à marcher. C'est vrai. Et cette personne qui t'a fait ça, elle marche? Elle marche. Elle marche. Ouais. Et donc à ce moment-là, tu te dis que c'est injuste. Et on dit ça devant ta famille. Devant ma famille. Et tu crois à ce qu'elle dit, cette dame, ou dans ton fort intérieur, tu te dis non, non, je vais marcher moi en fait? J'y ai cru, au début j'y ai cru. J'ai dit waouh, je vais pas remarcher. Après j'ai dit, Dieu, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. Depuis toute petite, tu peux pas me faire ça. Je me disais ça en fait. C'est pas tout de suite que je me suis dit non, je vais remarcher. Ouais, c'est après. J'y ai cru, au début j'y ai cru. J'ai dit waouh, je vais pas remarcher. Malgré la motivation des gens dans l'entourage. Parce que c'est quelqu'un du personnel médical qui te le dit. Ça. Et vraiment, malgré ma foi, j'en ai voulu à Dieu. J'ai dit, Dieu, pourquoi tu me fais ça? Mais est-ce que c'est pas ça aussi, avoir la foi? C'est des fois ne plus croire, des fois vouloir abandonner. Ouais, on a des baisses de foi, c'est normal. Ça fait partie de l'épreuve. Mais au début, on ne le prend pas comme une épreuve. On le prend vraiment comme... En fait, l'injustice. L'injustice, en fait. On se dit, en tant que croyante, oui, je me disais, mais pourquoi Dieu t'a laissé cet homme me faire ça? Pourquoi tu m'as pas protégé? Mais en soi, il m'a protégé de la mort. Mais tout ça, tu le vois après. Après, on ne voit pas tout de suite. Tu vois pas les avantages de ce qui t'est arrivé. Si on te dit, mais il y a des points positifs, tu peux pas y croire. Voilà, c'est ça. On ne voit pas tout de suite. Et ben, on est dans l'incompréhension. Et donc, du coup, ça c'est pas... Donc, toi, tu n'habites pas à Rouen, t'habites pas au Havre au début. Donc, ensuite, au bout de combien de temps tu as pu retourner à Rouen? Au bout de 2 semaines. Donc, mais à ma demande. Parce que au Havre, c'était dur. Tellement difficile. Parce que les proches ils viennent te voir, mais ils rentrent au bout d'un moment. Tous mes proches ils venaient, ils faisaient aller-retour. Et il y a une chose aussi que je voulais t'expliquer en fait. Quand je me suis réveillée du bloc, en fait moi je suis convertie à l'islam. Oui. Et avec ma mère ça allait pas, tu vois.
Pendant 5 ans, elle m'a pas parlé. Et du coup... dû à ta conversion? Dû à ma conversion. Et quand j'ai eu l'accident, on me demandait le numéro de mes parents. Mais j'ai pas pensé à ça en fait. Moi j'ai pensé tout de suite à mon frère parce que je me suis dit, ma mère et moi ça y est donc... J'allais te poser la question après parce que j'allais te demander pourquoi tu as choisi ton frère. Et je me suis dit, bah je vais partir. Ma mère et moi ça c'est fini. Tu vois, j'ai cette émotion là en fait. Et quand je me suis réveillée du bloc, il y avait une de mes connaissances qui est venue me voir. Et là, elle me dit, non, on parle, je raconte ce qui m'est arrivé, et elle me dit, pardon, excuse-moi, je lui dis, ah, j'ai fait un rêve. Je lui dis, j'ai fait un de ces rêves cette nuit, un rêve trop beau. Et elle me dit, ah oui, raconte-moi et tout. Et je lui dis, bah, j'ai rêvé qu'il y avait toi, en parlant d'elle. Il y avait ma cousine du Havre, il y avait elle, il y avait ma cousine, il y avait un tel, je décrivais les personnes. Et je dis, il y avait ma mère. Et elle me dit, ah ouais, raconte et tout. Et je lui dis, ouais, ma mère, elle m'a serré dans les bras. Elle m'a fait des gros bisous, des câlins et tout. J'ai dit, c'était trop beau. Alors que vous étiez en conflit. Tu vois. Et elle comprend pas. Et elle me fait répéter. Et je lui dis, ouais, elle m'a fait des gros câlins et tout. Elle me dit, mais non, Maya, ta mère, elle était là. Elle me dit, c'est pas un rêve que t'as fait, c'est parce que t'es sortie du bloc. C'est pas vrai. T'étais dans les vapes et ta mère, elle était avec nous. Elle a attendu pendant 8 heures. Waouh. Avec nous, le temps que tu sors. Des frissons là. Ouais. Et elle m'a dit, bah, ta mère, elle était là et elle t'a serré dans les bras. Tu lui as fait même des bisous sur la bouche et tout. J'ai dit, t'es sûre qu'elle était là? Elle m'a dit, oui, elle était là, c'est pas un rêve que t'as fait. Et est-ce que du coup, toi, tu t'en es voulu d'avoir pensé directement à appeler ton frère et non pas ta mère? J'ai pas pensé à ça. J'ai même pas pensé. Mais elle est venue immédiatement. En fait, ces 5 ans là, de loin de ma mère, ils sont, comme j'ai dit, en 5 minutes, je les ai oubliés. En 5 minutes, je les ai oubliés. Et je dis, mais elle est où? C'est vrai ce que tu me dis, elle est où et tout? Elle me dit, bah là, ta mère, elle est repartie à Rouen, elle est partie travailler, mais t'inquiète, elle revient. Waouh. Et je me suis mise à pleurer. En fait, là, à ce moment-là, j'ai un peu oublié mon épreuve. Je me suis dit, ah ouais, Dieu, ça y est, il m'a réconciliée avec ma mère. Ouais. Et ma mère, elle est arrivée. Et... ouais, excuse-moi. Non, ça va aller. Tu veux prendre un petit peu de temps? Respire. Parce que si tu te mets à pleurer, moi aussi, je veux me mettre à pleurer. On va tous pleurer ensemble. Non, tu veux prendre un peu de temps pour toi. C'est beau ce que tu me racontes. Quand ma mère elle est arrivée, elle m'a prise dans ses bras. Et en fait, c'est comme si, tu vois, c'est comme si elle s'en voulait. C'est comme si elle s'en voulait en fait. On va te donner un mouchoir. Merci. C'est pas facile. Pas pleurer. C'est pas grave. Je vais te donner la main. on va passer cette étape ensemble, d'accord? Ouais. Parce que là, c'est comme une thérapie pour toi. Ouais, vraiment. Je te l'avais dit. Là, le fait de raconter devant toi, je te jure, ça fait bizarre. Mais ça fait bizarre en bien? En bien, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Tu sais que là, il y a plein de gens qui vont te voir et qui vont être touchés par ton message. Parce que j'espère que ça va leur servir. Moi, c'est ça en fait. Mais ton message, en fait, c'est pas juste l'accident qui t'est arrivé derrière. T'as un message religieux, t'as un message familial. Exactement. Et t'as un message pour tous les gens qui subissent des injustices. Ouais, exactement. Et t'as subi une injustice. Et ça, c'est ça qu'on va écrire, c'est ça qu'on va dire sur YouTube. Et c'est ça qu'on va cibler notre interview dessus, tu vois. T'es pas venu pour rien. Tu me fais honneur, déjà t'es venu de Rouen jusqu'ici. Là t'es dans le 9-3 là. Je te jure. Non, merci à toi en tout cas. C'est à toi. Là je suis en train de te prendre une claque moi. Tu vois pas, je parle plus. C'est parce que je dois poser des questions, mais là je suis en train de te prendre une claque. Non, ça fait du... En fait, tu vois, je me dis ça fait longtemps. Mais quand je le raconte, c'est comme si ça venait de se passer. C'est comme si ça venait de se passer. Mais parce que ça, tu sais, c'est quelque chose qui va te rester marqué à vie. C'est-à-dire que tu pourras jamais, comme si ça faisait longtemps. Parce que tu ressentiras toujours la douleur. Tu as chaque souvenir. Et en fait, tu sais, ce qui est ouf, c'est qu'au final, merci. Ce qui est fou, c'est que, même, tu vois, parce qu'au final, je me rends compte que tu étais inconsciente à peu près à chaque fois. Parce que même le câlin de ta maman, tu pensais que c'était un rêve. Mais même dans ton inconscient, tu as des souvenirs. Et peut-être que, comme tu es très croyante, c'est Dieu qui a voulu que tu te souviennes de tout, de chaque détail. C'est ça. Au début, on ne comprend pas. Tu vois, tu penses à l'injustice, tu penses... On ne comprend pas après. C'est vraiment après. Et du coup, ma mère m'a serré dans les bras.
Et j'ai senti comme si qu'elle s'en voulait en fait, tu vois. Parce que 1 mois avant l'accident, il y avait une tante à moi qui avait essayé de nous réconcilier, tu vois. Et ma tante, je me rappelle, elle avait dit à ma mère, c'est ta fille, elle a le permis, elle a sa voiture. Mais demain, si elle fait un accident et qu'elle meurt, viens pas pleurer dans mes bras. Ouais. Ma mère, c'est des phrases comme ça. C'est quelqu'un de tellement bien. Enfin, c'est juste que je l'ai blessée, tu vois. Et après, je me souviens, elle appelait mes tantes. Et elle leur disait, c'est de ma faute, c'est de ma faute. C'est de ma faute, j'ai failli tuer ma fille, etc. Et ça, c'est quelque chose, ça m'a... Ouais, ça m'a tué parce que je me suis dit, tout ça, c'est à cause de lui, tu vois. Mais est-ce que tu peux comprendre que ta mère, elle s'en voulait? Je comprends totalement. Tu la comprends totalement. Mais pour moi, en fait, elle avait même pas à s'en vouloir. C'était moi, en fait, qui devais m'en vouloir. Mais de toute façon, même si, je vais te dire, même si à ce moment-là, vous étiez en bon terme, c'est une mère. Elle s'en serait toujours voulu. Parce qu'une mère, même si tu vis plus chez elle, même si tu as fait ta propre vie, pour elle, elle a ce devoir de protection vis-à-vis de toi. Et franchement, aujourd'hui, hein, avec ma mère, comment ça se passe, c'est magnifique. C'est différent. Qu'est-ce qui a changé? Mais qu'est-ce qui a changé? Tout, tout a changé. On s'appelle tous les jours. Je suis devenue son bébé, en fait. Wow. Je suis devenue un petit bébé. Est-ce qu'avant, vous aviez une relation où tu pouvais te livrer à elle, où tu étais ouverte avec elle? Pas tellement. Et maintenant? Là, plus. On dialogue et tout, c'est différent. Mais, bon, je vais pas te dire est-ce que tu regrettes, parce qu'on peut pas dire non, je regrette pas, je suis contente que ça me soit arrivé. Mais est-ce que maintenant, tu arrives à voir les côtés positifs qu'a pu t'apporter cette malchance, on va dire? Ouais, c'est aujourd'hui que je me rends compte. Tous ces bienfaits, en fait. Mais quand tu dis aujourd'hui, c'était en 2016. Après tout ce qui m'est arrivé, parce que je suis restée 3 ans à l'hôpital. C'est après les 3 ans que tu t'es rendu compte des côtés positifs que ça a pu t'apporter? Encore aujourd'hui. C'est au fur et à mesure. C'est quand tu y repenses, tu te remémores et tu te dis, ah ouais, il y a ça qui m'arrive en bien. C'est ça. Sur le coup, c'est tellement dur, tu comprends rien. D'un côté, tu es contente parce que tu te dis, ah, je me suis réconciliée avec ma mère. Elle est là, donc ça y est, même je le disais ça, je me rappelle, je le disais ça à mon entourage. Je leur dis, c'est pas grave ce que j'ai ma mère. Je leur disais ça. J'ai dit, ma mère, elle est là, c'est pas grave. Même si je marche pas, ma mère, elle est là, je leur disais ça. Mais après, tu as des moments, ça y est, tu penses plus à ça, tu dis oui, elle est là. Mais non, maintenant qu'elle est là, tu as envie de marcher. Elle est toujours là. J'ai mes jambes, j'ai perdu l'usage de mes jambes. En fait, il y a des moments tu relativises, mais il y a des moments non, en fait. Tu n'y arrives pas, c'est dur. Et donc, alors, on va essayer d'avancer dans l'histoire. Donc du coup là, tu as le retour de ta mère dans ta vie. Tu quittes l'hôpital après 2 semaines, tu retournes à Rouen. Après 2 semaines, ouais. Tu fais 3 ans d'hospitalisation. De la rééducation un petit peu. Beaucoup de rééducation. Pendant les 3 ans. Rééducation, mais t'étais à l'hôpital encore? En fait, au début, j'étais à l'hôpital. J'ai fait 5 ou 6 mois. D'accord. Après, ils m'ont transféré dans un centre de rééducation. Mais c'est comme un hôpital, en fait, Oui. parce que tu as les soins. J'avais toujours... j'allais me faire opérer, etc. Mais là-bas, c'est différent parce que tu as une piscine, tu as tout le matériel, etc. À l'hôpital, j'avais commencé un peu de rééducation avec une ergothérapeute, mais c'était... La rééducation, en fait, c'était quoi? C'était commencer à juste bouger les orteils. Eux, ils appellent ça de la rééducation parce que c'est se reconstruire. C'est ça. Mais juste le fait de bouger les orteils, tu dis, mais... Moi, au début, je me disais, mais à quoi ça sert que je fasse ça puisqu'ils ont dit, je vais pas remarcher? C'est ça. En fait, cette phrase, elle était pour m'occuper, en fait. C'est ça. Et au début, je voulais pas me battre. Je me disais, ils veulent juste que je bouge les doigts de pied. Même le fait de bouger les doigts de pied, j'avais mal partout. J'avais mal partout. Ça veut dire qu'en fait, après l'opération, après tout ça, la douleur, elle y était encore. Oui. Même, par exemple, au Havre, quand ils m'ont manipulé, c'était dur parce que ils me faisaient quand même ma toilette malgré ce que j'avais. C'est pas vrai. Mes jambes, elles étaient abîmées. Et ils me tournaient sur le côté, sur l'autre côté. Ils tiraient les draps pour changer les draps. Et je hurlais. Ils me donnaient de la morphine avant ça. Mais juste même pour pouvoir te changer la morphine, c'était impossible de me manipuler. Et eux, ils me manipulaient quand même pour me faire la toilette. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup traumatisée. Parce que quand juste ils rentraient le matin dans la chambre, pourquoi. Dès qu'ils toquaient, je pleurais. Je leur disais, non, s'il vous plaît, j'ai pas envie de me laver, j'ai pas envie de me laver, j'ai pas envie de me laver. Ils disaient, mais si, vous êtes obligés. Et ils réunissaient 6 personnes pour me laver. Ils attendaient, ils faisaient le tour de tout le service. Et tu finissais par moi en dernière. Pourquoi? Parce que tu allais hurler?
Parce qu'en fait, vraiment, ils avaient besoin d'aide, beaucoup de monde. Ouais. Et du coup, quand je suis arrivée, quand j'étais là-bas, je me plaignais en fait de mon genou. Je leur disais, j'ai mal au genou quand vous manipulez. Ils me disaient, mais non, vous avez rien. Et quand je suis arrivée à Rouen, je leur ai dit, mais j'ai super mal au genou. Et ils m'ont dit, on va vous ramener à la radio. J'ai passé une radio. Et là, ils ont dit, mais en fait, il y a une fracture qu'ils n'ont pas opérée. Wow. Et là, ils ont contacté le Havre. Ils ont dit, mais vous avez oublié une fracture. Et le chirurgien là, qui m'a dit, vous n'avez pas remarché, il a dit, oh, mais bon, désolé, c'est passé à la trappe, elle avait trop de fractures. Il a dit ça. Donc en fait, ça, c'est que des choses qui te marquent, en fait. Ça te marque. Et après, à l'hôpital, à Rouen, ils ont pris soin de moi. Et ensuite, la rééducation. La rééducation. Mais ça devait être douloureux, la rééducation. C'était dur, parce que au début, tu n'as pas espoir. Tu te dis, mais je dois tout réapprendre. Je dois réapprendre à bouger mes orteils. Je dois réapprendre à juste lever le pied, le soulever de la table. Mais pour avoir fait de la rééducation, tu connais un petit peu mon histoire, la rééducation, les gens ils pensent que c'est physique, mais c'est mental. C'est l'hôpital qui est physique, mais la rééducation c'est mental. C'est mental. Parce que tu as déjà l'habitude d'avoir mal. Je sais que j'ai mal. Mais le problème c'est, si toi tu gardes pas espoir, comme tu disais, tu te demandais pourquoi il faut bouger les orteils. C'est ça en fait, je me disais, ils veulent juste m'occuper, alors que je vais rester à vie sur un fauteuil. Sur le lit, j'arrivais même pas à bouger. J'avais des broches et tout partout et j'arrivais même pas à bouger. Et pendant 10 mois, je suis restée allongée. En fait, tu sais, le lit médical, tu peux le soulever, le relever, pardon. Et pendant 10 mois, j'ai dormi en position assise. 10 mois, sans me tourner, sans me mettre à gauche ni à droite. Du coup, maintenant, j'ai des problèmes au dos. Et ça aussi, c'était dur parce que 10 mois, c'est énorme. Je me dis, mais c'est énorme. Ça y est, ma vie, elle est condamnée. Et après, c'est vraiment quand la rééducation, je suis tombée sur un bon kiné. Je suis tombée vraiment sur, pour moi, le meilleur kiné. Mentalement, il m'a aidée. Physiquement, il m'a vraiment beaucoup aidée. Et ça, c'est super important, en fait, d'avoir quelqu'un qui te booste, qui t'encourage, en fait. C'est lui ton moteur, au final. Qui te dit, tu vas y arriver. Ça, c'est super important. Et aussi la foi. Et ça t'a permis. Le fait qu'il te disait, tu vas y arriver, qu'il était du personnel médical et que là, c'était pas quelqu'un qui te jugeait ou qui minimisait tes fractures, c'est quelqu'un qui croyait en toi. Exactement. Et ça t'a permis de croire alors ou pas? En fait, au début, j'avais une première kiné, très gentille, très bien, très compétente et tout. Et elle, je lui ai posé la question. Et ça, c'est une erreur qu'on fait à chaque fois. On dit combien de temps je vais rester à l'hôpital. Mais on ne peut pas se projeter. Parce qu'en vrai, personne ne sait combien de temps on va rester, combien de temps ça va durer. Et je lui ai demandé, je dis, vous pensez que j'en ai pour combien de temps? Elle m'a dit, pour 5-6 mois. Et donc toi, tu es resté focus sur cet objectif. Voilà, ça m'a un peu soulagée. 5-6 mois, pour moi, c'est énorme. Mais j'étais soulagée. Je me suis dit, ok, 5-6 mois. Et après, j'ai changé de kiné. Parce qu'en fait, quand elle était absente, elle me mettait avec ce nouveau kiné-là, cet homme-là. Et lui, en fait, il me disait... Un jour, il m'a dit, lève-toi. Et j'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais je peux pas me lever. Il m'a dit, lève-toi. J'ai dit, non, je peux pas me lever. Il a dit, t'es sûr? Qui t'a dit que tu peux pas te lever? Et il a ramené un déambulateur. Il m'a dit, pose tes mains sur le déambulateur. Ils m'ont porté et ils m'ont mis debout. Et je tremblais, 4 secondes, tu vois, ça n'a pas duré. Je tremblais comme ça et tout. Et je me suis rassise et il m'a dit, tu t'es levé. Il m'a dit, donc, pourquoi pour toi c'est impossible? Il m'a dit, tu vas pas te lever comme ça d'un coup, marcher. Mais ces 4 secondes-là, demain, ça va devenir 8 secondes, 1 minute, etc. Et c'est ça qui me donnait espoir, en fait. Après, lui, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tu penses, j'en ai pour combien de temps? Et il m'a dit, t'en as pour 2 ans. J'ai dit, quoi? Et j'ai dit, mais non, mais l'autre kiné, elle m'a dit que j'en avais pour 4-6 mois. Il m'a dit, quoi? Qui t'a dit ça? Il m'a dit, non, t'en as pour plus de 2 ans. Au final, j'ai fait 3 ans. Tu vois? Donc, en fait, faut pas se projeter. Faut se dire, c'est au jour le jour, en fait, et se battre. Et donc, du coup, là, je pense que les gens qui te regardent, ils veulent savoir, est-ce qu'un jour, il y a de la possibilité que tu remarches totalement? Je remarche. Je le savais, moi, mais bon. Et toi, tu remarches? Je remarche. Par la grâce de Dieu, je remarche avec des béquilles. Et c'est magnifique. C'est beau. Tu croyais pas? Tu croyais plus? Il y a des moments, j'y croyais plus. J'y croyais plus. Il y a des moments, j'en voulais à Dieu. Je disais, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu, tu m'as maudit. Je me sentais maudite.
t'es à l'hôpital, t'as 26 ans, le temps il passe, les gens ils avancent, toi tu recules. Mais en fait, tu recules pas. Non, tu recules pas, t'es en pause. Mentalement. Et t'es en pause. Ouais, t'es en pause sur la vie sociale, Exactement. etc. Mais mentalement, t'avances. Et tout ça, tu t'en rends compte après. Et en fait, le fait que je remarche, j'étais même pas contente pour moi. J'étais contente pour ma famille, j'étais contente pour ma mère, j'étais contente pour mon père. J'étais pas contente pour moi. Je me suis dit, ça y est, je leur ai montré que j'y arrive, tu vois. Mais pourquoi t'étais pas contente pour toi? Pourquoi Naya pense toujours aux autres? Parce que pendant toute ton histoire, tu penses aux autres. Tu penses aux autres au moment où tu arrives à l'hôpital et tu te rends compte que tu as fait un accident. Tu penses aux autres au moment où tu dois te faire opérer parce qu'il n'y a pas ta famille, donc tu refuses jusqu'à attendre l'arrivée de ta famille. Tu penses aux autres à ton réveil. Tu penses aux autres au moment où on te dit que tu ne pourras pas marcher. C'est pas le fait d'apprendre que tu ne peux pas marcher, c'est le fait qu'on te le dise devant ta famille. Et qui pense à Naya du coup alors à ce moment-là? Parce que, oh pardon, en fait, désolée. Non. Tu ne vas pas t'excuser de venir me faire une interview de Queen là. C'est pas possible que tu t'excuses de ça. En fait, depuis que je suis petite, comme je t'ai dit, j'ai des problèmes au niveau des jambes et tout. Et ma famille a toujours été là pour moi. Et là, le fait que pendant 3 ans, je sois à l'hôpital, que je vois ma mère qui fait des allers-retours de Rouen jusqu'au Havre, des allers-retours du travail jusqu'à l'hôpital. C'est de voir tous les carrément, efforts. Ma mère, elle voulait démissionner. Tu vois, elle a fait un courrier pour démissionner. Elle disait, je veux rester auprès de ma fille et tout. Et j'avais l'impression que c'était de ma faute. Tu vois, que je leur affiche en fait encore. Ouais, voilà, tu vois, je me dis, ils ont une vie et à chaque fois, j'ai besoin d'eux. À chaque fois, ils doivent m'aider, etc. Et là, pour moi, je les ai tués en fait, tu vois. Et là, le fait que, je me dis, je leur dois de remarcher. C'est eux que tu avais tués alors que c'est toi qui t'es rapproché de la mort. Alors que c'est quelqu'un qui m'a tué. Et j'avais l'impression que c'était de ma faute. Ouais. Auprès de ma famille, de mes proches. Et du coup, c'est pour ça que je leur devais. Et un jour, en fait, l'homme qui m'a percuté, il est né le même jour que moi et la même année. On est né le 24 décembre 1989, donc à Noël. Et comme je t'ai dit, moi je suis convertie, donc ma famille elle est chrétienne. Et ma mère elle fête Noël, elle est croyante, etc. Et le même jour, la même année, donc c'est un jeune alors. Le même jour, la même année, on a le même âge. Mais parce que là on a parlé, j'ai voulu qu'on parle de qui tu es, de ton accident, et maintenant de la personne qui t'a fait ça, du criminel, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Franchement, je vais en revenir après, je te dirai. Ouais. Je sais plus ce que je disais, excuse-moi. Non, tu me disais que vous êtes nés le même jour. Le même jour, la même année. Et en fait, moi, par rapport à ça, ça me fait tellement mal que j'ai dit à ma mère, parce que ma mère, elle tient vraiment beaucoup à ce qu'on fête mon anniversaire. Depuis que je suis toute petite, elle me fait des surprises, elle m'emmène à Walt Disney, tout le temps des cadeaux, etc. Et ce 24 décembre là, ma mère, elle y tient. Et moi, je lui disais, je veux plus fêter mon anniversaire. Il est né le même jour que moi. C'est-à-dire là, je suis à l'hôpital, lui, il est dehors. Il est bien. Et ma mère, même à l'hôpital, elle me faisait des surprises. Même à l'hôpital. Et quand, à un moment donné, en fait, j'avais droit à des permissions. J'avais droit à avoir des permissions parce que au bout d'un an, enfermé à l'hôpital, j'ai pété les plombs, en fait. Mais des permissions comme quelqu'un qui est en prison? Comme quelqu'un qui est en prison. C'est pareil. C'est pareil. Et ouais, c'est pareil. Vraiment. Mais comme j'ai dit, pour moi, je connais pas la prison. Mais pour moi, l'hôpital, c'est plus dur que la prison. Parce que t'es pas en bonne santé, t'es sur un lit d'hôpital, tu dépends des gens, etc. T'es enfermé pour quelque chose que t'as pas fait. Ouais. Donc pour moi, c'est plus dur. Et en fait, pour revenir à ce que je disais, ma mère elle tient tellement à me faire des surprises, je lui disais arrête, ça y est, je le fais plus. Et quand j'ai eu mes permissions, j'ai eu une permission pour Noël. Et non, excuse-moi, je me suis mélangée. Je suis désolée. C'est pas grave. En fait, il y a le procès qui est passé. Le procès par rapport à l'accident, il est passé au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, et moi, tant que le procès n'était pas passé, tant que lui, il n'avait pas eu une peine, dans ma tête, j'avançais pas en fait. Je ressentais trop l'injustice. J'étais enfermée, lui, il était dehors, il était il avait comment on appelle ça, il était sous contrôle judiciaire. C'était ça. Et donc,
à partir du moment où lui, il était comme ça et que moi, j'étais enfermée, je le prenais mal. Mais il a été jugé au bout de combien de temps? Au bout de 2 ans. Waouh. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais à l'hôpital. Donc, je le prenais tellement mal que même dans ma rééducation, j'avançais pas bien. Mais ça, je me rendais pas compte. Parce que c'est comme si la justice, ils estimaient que c'était pas toi la victime, puisqu'ils n'avaient pas jugé le criminel. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et quand le procès il est passé, il a eu la peine qu'il a eue, je sais pas si on en revient après. Il a juste eu 3 ans de prison, dont 18 mois de sursis. Donc rien du tout en fait. Mais comme avant le procès, dans ma tête, je me suis dit, il va pas aller en prison. Tout de suite, je me suis mis ça dans la tête. Je me suis dit, il va pas aller en prison, ils vont pas le condamner. Comme ça, arrivé au procès, je serais pas déçue en fait. Je vais pas tomber de haut. Mais le fait que voilà, il a eu quand même une peine, ça m'a un peu soulagée. Et là, ma rééducation, j'ai repris et sans me rendre compte, là j'ai fait beaucoup plus d'efforts. Et même le kiné, le psy et tout ça, il m'a dit mais tu te rends pas compte en fait là tu as fait trop de progrès. Parce que tu ressens plus moins cette injustice en fait. Et c'est beau ce que tu dis parce que pour plein de personnes qui vont nous regarder qui ont été victimes d'injustice, comme toi ou d'autres injustices, et qui attendent, qui sont dans l'attente que leur criminel soit jugé. Et c'est beau ce que tu dis parce qu'une fois que la personne est jugée, ça nous permet de passer à autre chose. Parce qu'au final, peu importe la peine qu'on lui donnera, c'est pas ça qui va t'empêcher, qui va te permettre de retrouver tes jambes, de marcher, etc. Mais ça va t'aider psychologiquement. Et ça, c'est important. Et du coup, est-ce que la justice porte bien son nom? Est-ce que la justice est juste, pardon? Pas du tout. Pas du tout. La justice n'est pas juste. Pour moi, la justice n'est pas juste. Pas du tout, parce que... Mais quelle peine t'aurait permis, toi, vraiment, de passer à autre chose? T'as réussi à passer à autre chose, parce que t'as le mental, tu vois. Mais quelle peine t'aurait soulagé ou t'aurait aidé à passer à autre chose plus rapidement? Je sais pas. Mais pour moi, on veut toujours le maximum. Il aura pris 10 ans, 20 ans, tu vois, mais ça va pas avec ce qu'il a fait. Mais pour moi, ça va avec ce qu'il a fait parce que c'est un terroriste. Et pour en revenir pour t'expliquer, en fait, quand le procès il est passé, avant même le procès, on a appris qu'en fait, lui, ses motivations, c'est parce que il a dit qu'il voulait défendre son pays des attentats. Il voulait préserver son pays des attentats qui a eu lieu en France. D'où le fait qu'au début de l'interview, tu m'as parlé des attentats de Nice qui avaient lieu 15 jours avant. Nous, on l'a appris après le procès. C'est pour ça que je te l'explique maintenant, parce que pendant 2 ans, on est resté dans l'incompréhension. On ne savait pas pourquoi il avait fait ça. On s'est dit, mais peut-être il a bu, peut-être que... Et en fait, non. Comment ça a commencé? Il était dans un restaurant et il a agressé une serveuse parce qu'elle était arabe. Il l'insultait, etc. Il est parti l'attendre au niveau du parking. Quand elle a fini son service, il l'a agressée et elle est rentrée dans sa voiture pour rentrer chez elle, sauf qu'il est rentré de force dans la voiture de cette femme-là. Il est rentré de force et il lui a dit « démarre sale djihadiste ». « T'es une djihadiste? Non, démarre sale djihadiste ». Et elle a eu peur, elle est retournée dans le restaurant pour prévenir ses collègues et la police. Et c'est là qu'il a pris la fuite au volant de son 4x4 et il a tenté de percuter plusieurs voitures. Il a tenté de percuter 2 voitures avant moi. C'est des témoins qui ont parlé. Il a tenté de les percuter, mais eux, ils ont réussi à l'éviter. Et ensuite, quand il est arrivé devant moi, il a tenté de me percuter. Moi, j'ai essayé de l'éviter. Mais quand j'ai essayé de l'éviter une deuxième fois, il y avait des voitures qui étaient garées à côté de moi, donc j'avais plus de place. Et là, il m'a percuté. Donc ça veut dire qu'il était dans le sens inverse. Il a repéré que tu portais déjà le foulard. Oui. Donc mais par contre, ça, excuse-moi, je tiens à préciser, il n'a pas vu que j'avais un foulard, il n'a pas vu qui j'étais, il n'a pas vu il m'a pas vu. Mais pourquoi Parce que c'était la nuit et il a juste voulu foncer sur des voitures. En fait, c'était une violence gratuite. Bah oui. Mais c'est quoi le rapport de protéger son pays? Je sais pas. Comme les terroristes, ils se soucient pas de l'identité des gens. Comme ce qui s'est passé à Nice. Il a percuté tout le monde comme ça, il n'a pas cherché à savoir qui était là, bébé ou pas. Il a percuté tout le monde, bah lui c'est ce qu'il a fait. Il a agi comme un terroriste. Et quand il a attrapé la femme enceinte, il lui a dit « toi viens là, t'es une arabe ». Et ça on l'a appris le jour du procès. Incroyable. « Toi viens là, t'es une arabe ». Et il l'a poussé par. Parce que oui, je dis que c'est un islamophobe, parce que oui, il dit qu'il voulait préserver son pays, les musulmans, c'est des djihadistes, etc. Mais moi, personnellement, quand il m'a percuté gratuitement en fait. C'est ça. D'accord. Tu lui en veux aujourd'hui? J'en veux beaucoup. Tu penses qu'un jour tu arriveras
à passer outre, passer outre, à ne plus lui en vouloir, à ne plus avoir de haine vis-à-vis de lui? C'est difficile en fait parce que comme je suis toujours en fauteuil roulant, tous les matins quand je me réveille, je pense à lui. Tous les matins, je me réveille, j'ai des douleurs. En fait, ok, aujourd'hui, je me bats. Hein. J'ai retrouvé confiance en moi. Franchement, je reprends une vie normale, etc. Mais un truc à chaque fois qui va rester, c'est le fait de se dire, c'est à cause de lui. C'est lui qui t'a fait ça. Il s'est pas excusé. Au procès, pas d'excuses? Au procès, il s'est excusé, mais c'est pour se sauver, pour sauver sa peau. Mais quoi d'autre en fait? Pas de courrier, rien. Donc pour moi... T'aurais aimé recevoir un courrier de sa part? J'aurais aimé qu'il m'envoie un courrier, même pas qu'il se présente, parce que ça, sur le coup, j'aurais pas été gentille avec lui. T'aurais pas été apte à le recevoir. Ouais. Mais... Parce que qu'est-ce que t'aurais aimé de sa part au final? Bah des explications. Des explications. Mais est-ce que tu penses que les explications qu'il t'aurait données... Ça rapporte rien, ça te guérit pas. Mais peut-être que dans ta tête, ça enlève ta haine, tu vois. Moi, je suis croyante. Donc le pardon, c'est vrai, c'est important. Mais après, je suis quelqu'un de faible aussi. Je sais que je suis pas quelqu'un qui pardonne facilement. Moi, malgré ma foi, je suis pas quelqu'un qui pardonne facilement. Mais tu peux pas faire un acte gratuit comme ça. T'es même pas puni par la justice et tu fais ta vie normalement. Pour moi, c'est pas... Tu vois. Après, aujourd'hui, j'attends rien de lui. Hein. J'attends plus rien de lui parce que ça y est, il a prouvé qu'en fait, il voulait pas s'excuser. Mais après, c'est à moi de faire un travail sur moi-même pour que cette haine... J'ai plus la haine, mais je ressens toujours, on va dire, cette injustice. Après, vu comment ma vie aujourd'hui, elle a pris une autre tournure, je remercie Dieu pour cette épreuve. Parce que vraiment, cette épreuve, elle m'a permis de me reconstruire, elle m'a permis d'être une nouvelle personne. Ça a changé au niveau de mon entourage. Je me suis plus rapprochée de ma mère, de mes proches. Je vois la vie différemment. Aujourd'hui, je raconte mon histoire. Alors que, vraiment, quand j'étais à l'hôpital, il y a des proches à moi qui me disaient « Mais t'inquiète pas, tu vas remarcher et un jour, tu vas le raconter. » Et j'y croyais pas. Et aujourd'hui, je le raconte. Aujourd'hui, il y a même des gens qui me posent des questions, comment t'as fait, etc. Donc, je me dis, je me dois d'être forte, tu vois. Et je retrouve vraiment, vraiment, vraiment confiance en moi. Alors qu'à l'hôpital, j'avais totalement perdu confiance en moi. Je voulais dire une dernière chose. Depuis tout à l'heure, dès que tu pleurais à chaque fois, tu t'excusais de pleurer. Mais c'était pas des larmes qui coulaient, c'était du sang. C'était le sang de tout ce que tu as vécu. Tu vois ce que je veux dire, qui est sorti aujourd'hui parce que c'est la première fois que tu témoignes. Donc tu peux pas t'excuser. Et c'est pour ça que je t'ai dit, tu peux pas t'excuser d'être une queen parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui te regarde avec des grands yeux qui est impressionné par ton témoignage. Vraiment. Merci. Donc je voudrais juste que tu regardes la caméra qu'en face de toi et que tu portes un message à une personne comme toi qui subirait une injustice dans sa vie ou qui subit une injustice dans sa vie, qui est seule, qui n'a pas forcément une personne à qui parler. Quel conseil tu pourrais lui donner? Moi, le conseil que je lui donnerais, c'est de garder confiance en elle, de rechercher la force en fait qu'elle a en elle, les capacités qu'elle a en elle, parce qu'on est toutes des personnes fortes. Il faut avoir confiance en soi. Mais avant d'avoir confiance en soi, il faut apprendre à être qui on est. À apprendre à savoir qui on est. Apprendre à se connaître, à s'apprécier. Et le fait de s'apprécier, on pourra plus se laisser faire. Dans toute injustice, en fait, on ne se laissera plus faire. Donc, aussi, il faut savoir que chaque épreuve est obligatoire dans ta vie. Toute épreuve qui va t'arriver, il faudra que tu la prennes et que tu te dises, elle est là pour t'éduquer. Elle est là pour t'aider, pour t'élever, pour t'aider à mûrir et à grandir. Donc, avant tout ça, apprends à avoir confiance en toi. Apprends à te connaître et à t'apprécier. Et là, tu seras encore plus forte dans tes épreuves. Wow. C'est fort. J'ai vu que tu étais investie dans le message. C'est super important pour moi. Vraiment, aujourd'hui, vraiment, je remercie Dieu d'avoir vécu cette épreuve-là parce que je me dis, je m'en sers aujourd'hui pour donner de la force aux autres. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? D'être une queen. Je pense que ça, tu l'es déjà. J'en suis une, hein. Mais franchement, ça, c'est... Je suis motivée, en fait. Là, j'ai des projets plein la tête. J'ai envie de réussir. Pour moi, j'ai déjà réussi. Hein. Je suis sur mon fauteuil là, mais je suis une queen. Et il manque plus que la couronne là déjà. Voilà. T'as ta couronne à ta manière. Voilà, à ma manière. Mais vraiment, ça m'a servi de leçon. Aujourd'hui, je suis encore plus grande, je suis encore plus forte. Et je tiens à dire aussi, hein, vraiment, c'est dur à dire, hein, mais d'un côté, je remercie cet homme de m'avoir percuté. Waouh.
c'est Dieu que je remercie plus pour cette épreuve. Mais pourquoi? Parce qu'il pense m'avoir détruite. Mais il ne m'a pas détruite. Au contraire, il me permet d'être une nouvelle personne. Comme je dis, il a laissé... L'ancienne Naya, il l'a laissée sur la route. Elle est... Ça y est, elle est sur la route, elle est là-bas. Mais la nouvelle Naya, elle ne se laissera plus aller. J'ai envie de te faire un câlin, mais comme c'est période de Covid, on va se faire engueuler. Est-ce qu'on peut se faire un check du futur? Un gros check, un check de Queen. Merci beaucoup pour cette interview et je te souhaite toute bonne heure du monde. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu.